RTS. J'ai parlé parfois à mon chat pour m'aider à pas avoir du mutisme. Mais en fait, je peux partir dans des crises où je me recroqueville sur moi, j'arrive plus à communiquer. Le seul moyen pour me remettre un petit peu à jour, c'est me donner de l'eau froide, des glaçons, me dire d'ouvrir les yeux, de respirer. Parce que sinon, je pars. Je sais pas où je suis, mais je suis plus connectée dans ce qui se passe. Christelle est dingue. Est-ce que vous êtes dingue ? Est-ce qu'on n'est pas toutes et tous plus ou moins dingues ? Dingue, c'est le podcast qui n'a pas peur d'affirmer que la dinguerie est une qualité, une valeur essentielle de l'humanité dans toute sa diversité et sa force, sans nier que nos folies peuvent nous faire parfois souffrir aussi. Content de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Dingue. Pour celles et ceux qui étaient déjà là dans la saison 1, merci de continuer à nous suivre. Et sachez que c'est grâce à vous que cette saison 2 a vu le jour. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue à vous. Comme pour la saison 1, vous pouvez échanger avec nous, et c'est même très précieux pour nous, sur dingue@rts.ch et par WhatsApp au 076 517 00 39. Je m'appelle Adrien Zerbini, je suis un journaliste scientifique plus ou moins dingue et j'aime bien mon boulot. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il sera question, de notre rapport au travail et en particulier du moment où on s'y brûle complètement, le burn-out. En français, on parle du syndrome de l'épuisement professionnel ou simplement de surmenage. Mais il faut admettre que l'expression anglo-saxonne burn-out, avec cette image de combustion complète, émotionnelle, physique et mentale, est plus parlante. Et là, peut-être que vous vous dites, le burn-out, c'est pas un trouble mental, on n'est plus vraiment dans la thématique de dingue. Et vous auriez raison et tort. Raison parce qu'effectivement, le burn-out n'est pas un trouble mental, il n'est pas non plus une maladie officiellement reconnue, disons que c'est une fatigue profonde à la fois physique et psychique. En revanche, il nous intéresse grandement ce burn-out parce que pour une fois, il ne se centre pas sur le trouble, mais sur sa cause, en l'occurrence, le travail. Dans la vie, il n'est pas rare que ce soit un événement qui soit à l'origine d'un trouble mental. Mais généralement, cet événement passe au second plan dès qu'on pose un diagnostic. Vous avez une dépression, vous avez un stress post-traumatique. Dans le burn-out, on reste focalisé sur la cause. Et ça change tout. Bon, on va prendre une petite demi-heure pour explorer tout ça. Mais avant tout, voici le parcours de Christelle, qui travaillait dans le domaine de la santé. Au début de cette histoire, elle a 34 ans. C'est le 12 août 2020. Il fait chaud, beau, et ça fait déjà plusieurs mois que je sais que je vais avoir une discussion avec ma chef pour faire un petit peu le bilan de comment ça se passe au travail. Une semaine avant, je suis partie en vacances et ma chef, juste avant de partir, m'a dit « Christelle, tiens-toi bien parce que on va avoir la réunion après tes vacances et ça va mal se passer. » Je pars en vacances, pas très tranquille. C'était déjà depuis plusieurs mois que c'était difficile. Et puis, effectivement, je reviens de mes vacances. Et là, ma chef m'avoue, en fait, que ça fait longtemps qu'elle fait tout son possible, en fait, pour me faire quitter le travail. Qu'elle est méchante avec moi, qu'elle est tellement méchante avec moi qu'elle préfère venir travailler des autres jours où elle me voit pas, parce que ça la fait souffrir. Qu'elle s'est donnée toute la peine du monde pour me faire partir et que je suis toujours là, que j'ai toujours trouvé des possibilités pour m'améliorer, pour trouver des choses meilleures à faire. Et du coup, j'ai toujours travaillé de plus en plus. J'ai toujours dit oui à tout ce qu'il fallait faire. J'ai toujours utilisé le temps à bon escient le plus que je pouvais, mais c'était jamais bon. Elle refaisait toujours le travail derrière moi. Elle avait toujours quelque chose à dire. Elle était méchante. Je me suis sentie dévalorisée, en manque de soutien. Elle me disait « fais du travail simplement quick and dirty », donc sale et rapide. Pour moi, c'était très compliqué parce que je suis quelqu'un qui est perfectionniste, qui aime faire du bon job. Et du coup, voilà, elle m'a avoué qu'elle voulait que je démissionne. Sur ça, je suis sortie du travail à la pause de midi, dans une petite boulangerie. Et je me suis dit, ouf, je sais enfin pourquoi c'est si difficile finalement depuis tous ces derniers mois, voire années. C'est là que tout d'un coup, j'ai eu
d'immenses maux de tête et je suis rentrée au travail et j'ai dit il faut que je rentre à la maison, j'ai trop mal à la tête. Ce 12 août 2020, Christelle quitte son bureau. Elle n'y reviendra jamais plus. Bon, mon rôle n'est pas de commenter les témoignages et je suis pas un spécialiste du droit du travail, mais comme ça, vu de loin, ce qu'a vécu Christelle ressemble bien à du mobbing. Une supérieure hiérarchique qui lui avoue, entre guillemets, que depuis des mois, elle fait tout ce qu'elle peut pour lui pourrir la vie, pour qu'elle démissionne. À mon sens, si l'on s'en tient au témoignage de Christelle, c'est du mobbing. En français, du harcèlement psychologique. Si je vous dis ça, c'est que souvent, mobbing rime avec burn-out. Nous y reviendrons. Nous étions avec Christelle en août 2020 et on va remonter le temps. En 2017, en fait, mon père est tombé malade. Il a eu un cancer de l'œsophage. En même temps, ma chef a eu un cancer du sein, ma belle-mère aussi. J'avais une nouvelle collègue de bureau qui était alcoolique. Donc voilà, du coup, ça minait un peu mon terrain de travail. Et du coup, j'ai eu un premier surmenage. Et suite à ce surmenage, j'ai rapidement repris le travail en me disant que tout allait bien, que mon papa allait survivre. Il a été opéré, il avait fait une longue hospitalisation, des complications. Enfin, vraiment, ça a été compliqué. Mon mari, à l'époque, m'a demandé en mariage aussi. Et on m'a dit, tu vas te marier et tout va changer. Après la lune de miel, je me suis rendu compte que non, pas du tout. En fait, ça va pas. J'ai encore plus de pression sociale maintenant parce que tout le monde regarde. Est-ce que je suis enceinte, est-ce que je bois de l'alcool ou pas? Et du coup, ça a fait que d'envenimer finalement les choses. Et j'ai aussi contacté le 143, qui a été pour moi vraiment d'une grande aide, je dois dire, parce que je savais plus à qui parler de mes soucis, parce que fatalement, on a aussi des idées noires. Et la dame au téléphone était vraiment super sympa et elle m'a dit « Madame, restez pas seule, prenez contact avec un psychiatre ». Le 143, c'est le numéro de la main tendue, numéro d'écoute à garder en tête en cas de crise. Je trouvais intéressant de remonter 3 ans avant le burn-out de Christelle, parce qu'on découvre qu'à ce moment-là, elle a vécu une période de vulnérabilité. Là aussi, quand on parle de burn-out, même s'il est lié au travail, le reste de la vie de la personne concernée n'est pas absent de l'équation. Vous avez déjà entendu parler de l'histoire des 3 vases? Moi, c'est Nadia Dro, psychologue et spécialiste en santé du travail, qui me l'a raconté. Le premier vase, c'est celui des dispositions individuelles. Nadia Dro. Donc, qui je suis, comment j'ai grandi, mes préférences de fonctionnement, quel modèle parental j'ai eu. Est-ce que je suis plutôt perfectionniste ou négligent, compétitif ou dans la confrontation? Tout ça, c'est donc le premier vase, celui des dispositions individuelles. En même temps, il se passe des choses dans un contexte personnel, donc avec qui j'habite, où j'habite, est-ce que j'ai possibilité de sortir, de faire du sport, etc. En bref, si je rentre à la maison et que je dois m'occuper de 2 enfants en bas âge ou d'une vie maritale sous pression, c'est pas pareil que si je vis dans un havre de paix, de bienveillance et de liberté. Donc, le contexte personnel. Et puis le troisième contexte, qui en général est le contexte professionnel, mais qui pourrait aussi être un contexte d'investissement dans autre chose, comme un travail associatif, le travail au foyer, etc. C'est bon, vous avez les 3 vases devant vous, donc disposition individuelle, qui je suis, comment je fonctionne, contexte personnel, comment se passe ma vie en dehors du boulot en fait, et puis le contexte professionnel. Et ces 3 vases se remplissent avec des facteurs de stress chronique et se vident avec des facteurs de ressources permanents. Ils peuvent s'équilibrer entre eux et par contre, si le stress chronique reste et que les ressources ne suffisent plus, les niveaux des vases vont augmenter et ils vont finir par déborder, ce qui serait le burn-out. Voilà une définition limpide, avec donc 3 vases et 2 concepts importants, les facteurs de stress chronique et les facteurs de ressources. Vous aimez les balades, vous aimez voir des amis, ça ce sont des facteurs de ressources. Notre experte pour cet épisode, Nadia Dro, a co-signé un livre au titre sous forme de questions. Burnout, la maladie du 21e siècle, aux éditions Favre. Pour écrire cet ouvrage, Nadia Dro a fait une véritable enquête auprès des soignants. Donc au-delà de sa propre expérience clinique, elle a une vision large de cette thématique. On vient de comprendre avec cette image des 3 vases que même si le burn-out est lié généralement au travail, il surgit dans un contexte qui le dépasse. Il faut y intégrer le contexte personnel et nos propres dispositions. Maintenant que c'est dit, on va retourner suivre le parcours de Christelle. On a donc eu, en 2017, une période de vulnérabilité liée surtout à sa vie personnelle, mais pas uniquement. Et puis en 2020, ce clash au travail, suite auquel elle nous a raconté avoir eu très mal à la tête. Et après ?
Alors c'est un peu la panique à bord en fait, parce que je me dis mais tout ce que j'ai vécu, en fait ma chef, pourquoi elle m'a simplement pas dit il faut que tu partes, parce que elle venait aussi avec des mots. Enfin j'ai quand même un master, 2 CAS, donc 2 certificats d'études avancées, et elle venait vers moi en me disant une secrétaire, elle fait le même travail que toi, alors que toi on te paye beaucoup plus cher. Donc ça a été vraiment de toujours faire face en fait à des dévalorisations permanentes. Tout d'un coup, j'ai plus de plaisir, avoir de l'anxiété, tout me faisait peur. J'étais triste aussi, justement beaucoup des maux de tête, des maux de dos. J'avais plus d'intérêt pour ma famille, mes amis, mes loisirs. Et puis on a l'impression qu'on est dans un tunnel aussi et qu'on va pas pouvoir s'en sortir en fait. Le tunnel. Et Christelle évoque aussi ces dévalorisations permanentes de sa supérieure hiérarchique, ce qui, une fois encore, nous ramène à un probable mobbing. On va rapidement évacuer cette question de manière simple. J'ai demandé à Nadia Dro le lien entre burn-out et mobbing. Le mobbing, c'est un diagnostic clair, si on veut, dans le sens que c'est extrêmement précis au niveau légal. Qu'est-ce qu'il faut remplir pour être victime de mobbing? Donc, c'est du harcèlement qui est systématique et de manière durable, avec la volonté de faire partir la personne. Et je dirais, le mobbing et le harcèlement sexuel sont les 2 exceptions qui font que des gens peuvent avoir un burn-out, alors que dans le reste de leur vie, à la base, ça allait bien. Mais c'est des violences tellement fortes que ça va contaminer de manière immédiate les 2 autres vases. Donc, la théorie des 3 vases reste valable, mais en cas de mobbing, la question de la compensation et de ces fameux facteurs ressources n'est même plus vraiment pertinente. Le mobbing peut provoquer un burn-out, même si les vases sont équilibrés. Si on résume la situation de Christelle en août 2020, elle était déjà dans un épisode de vulnérabilité. Pour reprendre l'image des vases, certains débordaient. Et en plus, elle se prend cette claque dans la face. Vu comme ça, on se dit qu'il y avait assez peu de chances qu'elle échappe au burn-out. À propos, je sais pas si vous le saviez, moi pas, mais le mot burn-out a été inventé par un psychologue américain, Herbert Freudenberger, qui observait des professionnels de la santé. Donc en fait, le secteur de la santé dans lequel travaillait Christelle en 2020 est assez emblématique du burn-out. Je voulais comprendre pourquoi, et Christelle a trouvé un exemple simple, court, mais très convaincant. Il faut savoir que j'ai 2 postes de travail, un dans la recherche, où je suis quelqu'un qui est quand même assez autonome et qui dirige divers projets avec des équipes en tant que collaboratrice scientifique. Et j'ai un autre travail aussi dans le médical où là, je suis dans la pratique. Dans mes 2 postes, l'un, je devais justifier toutes les 5 minutes ce que je faisais, dans l'autre, toutes les 15 minutes. Donc, j'avais jamais vraiment beaucoup d'oisiveté. Il fallait toujours y aller au taquet. J'ai raconté cette histoire de pointage toutes les 5 minutes à Nadia Dro. Voilà sa réaction. En fait, elle passe plus de temps à dire qu'elle fait bien son travail qu'à le faire. Enfin, il y a une perte de sens massive qui va intervenir là aussi et une perte de vision globale de qu'est-ce que c'est mon travail, où est-ce que je veux aller. Et nous, là, on parle du burn-out, on comprend que toutes les conditions étaient plus que réunies pour que Christelle en soit victime, mais elle, en août 2020, quand elle sort de sa réunion avec sa chef et qu'elle entre dans ce qu'elle appelle aujourd'hui un tunnel, elle n'a pas du tout conscience que sa détresse psychologique est à mettre en lien avec son travail. Cela dit, elle sait qu'elle ne va pas bien. Elle est suivie par une psychiatre qui, en février 2021, pense qu'un suivi avec quelques rendez-vous par semaine ne suffit plus. Alors là, j'ai eu une première hospitalisation dans une clinique de jour où là, ça s'est mal passé parce que comme je viens du milieu médical, j'ai l'habitude de pouvoir avoir accès à tous les dossiers, de savoir qui est qui. Et du coup, je me retrouve dans la peau d'un patient. Et quand on se retrouve en tant que patient en clinique, c'est pas drôle parce que du coup, on sait pas du tout ce qui se passe, qui sont ces gens. J'y ai passé 6 semaines et j'ai interagi avec personne. Juste une seule personne, à la fin, m'a dit « Salut, comment tu t'appelles ?» Et puis je me suis dit « Tiens, il y a une personne qui me parle. » J'arrivais pas à gérer, c'était beaucoup trop pour moi d'avoir tous ces gens qui étaient en mauvais état de santé. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est assez logique en somme. Quand on travaille dans le domaine de la santé et qu'on se retrouve patient, on reste un soignant dans sa tête. Et donc, ça peut être un facteur de stress, alors que justement, on cherche à éviter ce stress. Suite à cette hospitalisation, Christelle s'enfonce dans un épisode dépressif. Alors, je sais pas si c'est tout à fait académique de s'enfoncer, entre guillemets, dans la dépression, mais ça a le mérite d'être assez parlant.
En disant cela, j'en viens à un point que j'espère vraiment éclaircir dans cet épisode. Est-ce que le burn-out est une dépression liée à un surmenage professionnel, un peu comme il y a la dépression postpartum autour de l'accouchement? Il y aurait une dépression professionnelle qu'on appellerait burn-out. Bref, la question simple c'est, le burn-out est-il une dépression? Nadia Dro a co-signé, je l'ai dit, un livre sur le sujet. Elle doit avoir la réponse. Avec ma co-auteure Annie Wallen, on a demandé à des professionnels de la santé en Suisse romande en 2017 qu'est-ce qu'ils pensaient si le burn-out et la dépression c'était la même chose, un même continuum, ou si c'était deux choses différentes. Alors on était très avancé, c'est que 50% pensent que c'est la même chose et 50% pensent que c'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, on n'est pas beaucoup plus loin. Ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'un burn-out pas soigné, c'est une bonne prémisse pour une dépression. Après, une dépression peut survenir sans burn-out. Ça, c'est frustrant, non, de ne pas avoir une réponse claire à une question aussi simple. Donc, ce que je comprends à ce stade, c'est qu'en tout cas, un burn-out non traité peut faire le lit de la dépression. Il y a donc en tout cas un chevauchement entre burn-out et dépression. Mais avant d'éventuellement se transformer en dépression, le burn-out s'en distingue pourtant drastiquement par certains points. Quand on avait fait notre enquête, il y a un psychiatre qui nous a dit, mais dans le fond, quelqu'un qui a une dépression, il pourrait, mais il veut plus. Et quelqu'un qui est en burn-out, il peut plus, mais il veut. La pensée est très très activée en lien avec chercher une solution à la situation, alors que dans la dépression, la pensée va vraiment être extrêmement ralentie. En fait, si on en est encore à se demander si le burn-out est ou n'est pas une dépression, c'est que le burn-out n'est pas reconnu clairement comme un trouble par les manuels de référence. La CIM-11, la classification internationale des maladies de l'OMS, n'utilise le mot burn-out que dans ses annexes. Donc, ça n'est pas un trouble reconnu, mais un ajout possible à un diagnostic. On peut donc, par exemple, parler d'une dépression causée par un burn-out. Dans l'autre grande référence de la psychiatrie, le fameux DSM-5, le manuel diagnostique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie, le burn-out apparaît de manière curieuse. Là, il est sous-entendu, en fait, dans les troubles de l'adaptation. Donc, un trouble de l'adaptation, si je fais simple, c'est qu'il vous est arrivé un truc et que vous avez mis plus que 6 mois à vous en remettre. Alors, cette vision-là, moi, elle m'embête beaucoup parce que du coup, c'est l'individu qui n'arrive pas à s'adapter, alors que les histoires que je recueille, c'est des contextes vraiment tellement difficiles que ça me semble plutôt sain de ne pas s'y adapter. Et là, on touche un point vraiment intéressant du burn-out. Est-ce que c'est un trouble ou est-ce que c'est le symptôme, la résultante d'un environnement qui dysfonctionne? Pour Nadia Dro, ça n'est pas vraiment un problème que le burn-out ne soit pas reconnu officiellement comme un trouble, parce que c'est le système qui le provoque qu'il faut interroger et ou transformer. Bon, mais le fait que ce trouble ne soit pas reconnu officiellement est pour nous frustrant, parce que du coup, il n'y a pas d'études scientifiques à son sujet, pas de chiffres, pas de statistiques, en fait pas de définition bien claire de ce qu'est le burn-out. Début 2022, 1 an et demi après sa fameuse réunion avec sa supérieure, Christelle n'a d'ailleurs toujours pas nettement détecté le lien entre sa dépression et ses problèmes professionnels. Mais sa détresse psychologique augmente encore. Évidemment, on a un grand vide à l'intérieur. J'avais plus de sens dans ma vie. Fatalement, j'ai tellement rêvé à certaines périodes de ma vie de tout recommencer que quand on n'est pas bien, et puis donc on a des soucis avec le travail, avec mon mari, finalement on a divorcé. On part dans un champ de néant où il n'y a plus rien du tout. Puis c'est vrai qu'il y a un tel vide intérieur que la sortie de secours, c'est de partir, effectivement. La sortie de secours, partir, ces mots, vous l'avez compris, sont une référence au suicide. En février 2022, ce risque est évalué comme très élevé par la psychiatre qui suit Christelle. Et elle lui propose une hospitalisation complète, jour et nuit. Finalement, Christelle accepte. Quand on est hospitalisé, on est vraiment dans une bulle, en fait. Il y a les problèmes de l'extérieur, certes, ils existent toujours, mais ils ne nous attaquent pas autant directement. On n'a pas besoin de penser à ce qu'on va manger, est-ce qu'on va sortir. Donc, on a un programme qu'il faut suivre. Et du coup, j'ai aussi eu l'occasion de discuter avec une psychologue là-bas. Et en fait, j'ai vraiment remarqué que si je suis malade, c'est le travail qui m'a détruit parce qu'en fait, j'ai mis ma vie dans le travail et j'ai oublié, pour moi, ces facettes qui brillaient. Donc, en premier, moi, ma famille, mon couple, mes amis et mes hobbies.
Il y avait que mon travail qui comptait. En plus, j'en avais 2, alors du coup, j'étais 2 fois plus surchargée que les gens normaux. Après plus de 2 mois d'hospitalisation, Christelle quitte l'hôpital. Elle a compris ce qui l'a fait s'effondrer, mais elle n'est pas encore en super forme. On est le 19 avril 2022. J'ai décidé de sortir de l'hôpital un peu contre les avis des médecins qui voulaient me faire essayer encore des autres médicaments que je supportais pas. J'en avais déjà accepté certains. Et du coup, je suis sortie de l'hôpital dans un état catastrophique, je dois dire. Je pense que j'étais déjà en sous-poids en ce moment-là. J'avais beau dire à l'hôpital que j'avais un souci avec la nourriture. On me disait non. Donc, on était soit en surpoids, soit en sous-poids à l'hôpital. C'était un petit peu catastrophique. Et en fait, je me suis mis un objectif, c'était qu'il fallait que je déménage parce que j'habitais toujours dans l'appartement seule, mais où j'étais avec mon ex-mari, où j'avais pensé y avoir mes enfants. Et du coup, je me suis dit, maintenant, il faut que je déménage. Et ça a été ma raison de vivre pendant plusieurs mois, trouver un appartement. Je me suis aussi créé un filet de sécurité avec ma psychiatre, avec l'infirmière des soins à domicile, avec un suivi en ergothérapie aussi. Donc j'ai un suivi qui est toujours actuellement de 5 fois par semaine. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais Christelle est une battante. Elle ne se laisse pas abattre et comme elle le disait au début de l'entretien, c'est aussi une perfectionniste. Moi, comme tout le monde, et même si je me bats contre eux, je suis habité par quelques clichés et autres idées reçues. Et j'imaginais que ce type de profil, la battante perfectionniste, n'était pas vraiment un profil à burn-out. En fait, j'imaginais tout faux. C'est ce que m'a dit Nadia Dro. Quand je forme des cadres, on leur dit faites attention à ceux qui disent toujours oui, à ceux qui sont toujours preneurs, à ceux qui sont toujours là, qui font super bien leur boulot, et pas, ceux qui sont toujours absents le lundi matin. Vous y passez plein de temps parce que vous devez gérer leurs absences, etc. Mais c'est pas eux qui vont avoir un burn-out. Alors je vous présente Gérard, notre DRH. Il va vous poser quelques questions de tests de recrutement. Répondez le plus simplement possible. D'accord. Bon, alors, imaginons, il est 18h, vous n'avez pas du tout terminé le travail que vous aviez prévu de faire aujourd'hui. Que faites-vous ? Eh bien, je reste, je continue de bosser. Il y a un horaire maximum la nuit ou on peut rester sur place ? Vous pouvez passer la nuit ici si vous le désirez, mais vous pouvez aussi reprendre votre travail le lendemain, tranquillement. Ah oui, mais du coup, j'accumule du retard. Et puis, j'aime bien bosser la nuit, c'est silencieux, je peux vraiment me concentrer à fond. Ok, bon, Laure, vous êtes ce qu'on appelle une experf, une exigeante perfectionniste. Et nous, ici, on préfère les népards, vous voyez, les négligents paresseux. Ils posent beaucoup moins de problèmes. Désolé, Laure. Mais... En fait, Nadia Dro ne fait pas que s'occuper de personnes atteintes par un burn-out. Elle s'occupe aussi de sa prévention en entreprise. Et si elle me parle de ses profils de burn-out, c'est que, un peu comme je l'aurais fait pour un trouble, je lui avais demandé s'il y avait des prédispositions au burn-out. Vous savez qu'en général, en psychiatrie, on estime qu'il y a toujours un mélange de causes à un trouble entre la génétique, ce que nous sommes donc, et l'environnement, c'est-à-dire ce qui se passe dans nos vies. En l'occurrence, professionnellement ou non professionnellement. On retrouve donc un peu nos 3 vases. Moi, j'avais envie de connaître le profil type de la personne susceptible de faire un burn-out. Donc ça va arriver que à des gens qui sont intéressés, investis dans leur travail ou dans leur activité, dans ce qu'ils font. Après, c'est très délicat de parler de vulnérabilité parce que le risque, c'est vraiment qu'on perde de vue qu'en fait, on a des outils de prévention incroyables au niveau des contextes de travail, au profit de dire ah oui c'est un problème individuel, oui c'est que telle et telle personne qui développe ça. Donc je suis très prudente sur cette question des profils types. Et en y réfléchissant, on comprend très bien cette attitude de Nadia Dro qui ne veut absolument pas faire porter la responsabilité du burn-out sur le dos de la personne qui en est entre guillemets victime. Et comme elle est aussi en contact avec des employeurs, son message est clair. C'est à vous de mettre ce qu'il faut en place pour prévenir ce genre de situation. Évidemment, à force de travailler pour dingue, moi j'ai aussi mes propres biais. Et en l'occurrence, j'ai une vision un peu plus psychiatrique du burn-out. Et en le regardant comme un trouble, je me demande s'il pourrait y avoir des liens avec d'autres troubles ou des tendances à certains troubles. Intuitivement, on pense à l'anxiété ou à la dépression. Alors, sur la dépression, j'avoue mon ignorance. J'ai de temps en temps des clients qui ont eu une fois une dépression et qui ont une fois un burn-out. Mais eux, ils racontent ça comme 2 épisodes assez séparés. L'exception, ça serait ceux qui auraient poussé un burn-out tellement loin et qui ont eu une dépression après. Pour les troubles anxieux, alors j'irais plus dans ce sens-là, dans le sens que quelqu'un qui est anxieux va tendre à être anxieux par rapport à son investissement au travail et à penser que c'est jamais assez bien. Et du coup, là, il y a un réel risque.
Bon, et la prise en charge dans tout ça? Que propose Nadia Dro à ses patientes et ses patients atteints de burn-out? Pour y répondre, elle utilise sa parabole des 3 vases. Vous vous rappelez, vase 1, ce que je suis, comment je fonctionne, vase 2, le contexte personnel, comment va ma vie en dehors du boulot, et vase 3, le contexte professionnel. Donc, pour la prise en charge, il faut comprendre ce qui se passe pour ensuite pouvoir essayer de rétablir les équilibres dans les 3 vases. C'est-à-dire de pouvoir baisser les contraintes là où on a un impact dessus et de pouvoir augmenter les ressources là où c'est possible. C'est-à-dire retrouver une vie privée où on a même des loisirs, parce que je rencontre des gens qui n'ont plus de loisirs, qui ont des amis mais ne les voient plus depuis 6 mois, etc., qui ont tout abandonné au profit du surinvestissement dans un travail. Et dans ce moment-là, il va y avoir toute la question comment je vais me repositionner par rapport à mes activités privées, mais aussi par rapport à mes activités au travail. Quand le repos est suffisamment grand, on peut commencer à discuter d'un retour au travail. Et là, il va y avoir contact avec l'employeur et de voir comment une reprise est possible. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une action sur le contexte de travail, ou est-ce que l'employeur dit soit vous revenez pareil, soit on vous voit plus. Alors si ça c'est le cas, la personne peut réfléchir à travailler très très fort sur elle-même. Je suis pas sûre que ça suffise, parce que j'ai des gens qui viennent me dire bonjour madame, aidez-moi à supporter ça. Puis comme je sais pas encore transformer les gens en Superman et Superwoman, des fois c'est pas réaliste. Donc c'est aussi de voir qu'est-ce qui est possible. Et puis ensuite on propose vraiment des reprises progressives. Alors ça c'est avec un médecin bien sûr qui fait l'arrêt de travail, où on fait des reprises à des taux extrêmement petits qui sont pas très pratiques pour les employeurs, ça je le reconnais. Mais l'idée c'est vraiment de reprendre progressivement tout en continuant à prendre soin de soi, c'est-à-dire une vie où on fait autre chose que seulement travailler, où on va avoir des loisirs, on va avoir des ressources, on va s'occuper de soi, et on va aussi tenter d'apprendre à baisser les exigences qu'on se pose à soi-même. Baisser ses exigences par rapport à soi-même, être moins investi dans son job. Il faut admettre que ces conseils ne sont pas vraiment dans l'air du temps. On peut que constater qu'on est dans une période où l'impression générale, c'est que la pression au travail augmente. Donc, pour Christelle, il s'agit aujourd'hui de retrouver le plaisir de faire des choses simples. Ce plaisir, elle le cultive avec l'aide de son ergothérapeute. L'ergothérapie, c'est vraiment un endroit où on peut un peu poser son cerveau, soit en discutant des événements qui sont difficiles, soit on peut créer certaines choses. Dernièrement, j'ai fait un mangeoire pour les oiseaux, parce que j'ai finalement pu déménager. Ça a été pour moi vraiment super de pouvoir réaliser quelque chose de mes mains, de pas être juste quelqu'un de nul, parce que j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon mari. Mais je peux donner un petit abri pour les oiseaux où ils peuvent y manger en toute sécurité. C'est souvent au détour de petites phrases comme celle qu'on vient d'entendre que l'on mesure les dégâts du burn-out. Avant de réaliser cette mangeoire, Christelle pensait qu'elle était juste quelqu'un de nul. C'est dingue, non? Évidemment que Christelle n'est pas quelqu'un de nul. Actuellement, elle suit également un entraînement de réadaptation au travail. Je le fais avec des chevaux. Et les débuts ont été un peu compliqués, je dois dire, parce que les 2 premières semaines, mon état s'est fortement dégradé. Le fait d'être à proximité d'autres gens, qu'on doit se réunir au début du travail, que j'ai des tâches à accomplir dans un temps délimité, avec mon perfectionnisme, même si c'est brosser un cheval ou nettoyer un box, si on me donne 2 heures, je vais faire 2 heures. Si on me donne 5 heures, je vais faire 5 heures, parce que faut que ce soit propre, faut que ce soit bien. Et j'arrive pas à avoir cette distance entre ok, là c'est propre, c'est bon. À ce stade, soyons honnêtes, Christelle n'a pas 1001 choses à dire quand on lui demande si elle tire du positif de son burn-out. Mais l'expérience n'est pas purement négative. La chose que j'aimerais prendre avec moi vraiment, c'est que même si c'est difficile, que demain existe et que demain on peut faire des choses différentes. De toujours garder un petit peu ce courage même dans le désespoir. Quand on ne sait plus où on est, qui on est, qu'est-ce qu'on va devenir, ok. C'est vrai, on ne sait pas, mais tu sais que t'es là au jour d'aujourd'hui, que tu respires. Essayer de faire de la pleine conscience aussi, de manger quelque chose. J'ai du chocolat, qui est mon grand ami d'ailleurs, qui est dans la bouche, c'est ce qu'ils font, quelle est l'odeur. Vraiment de se connecter à des petites choses, des petits objectifs en fait qui font avancer
la journée et qui vont construire ma vie aussi. Et qui sait, peut-être que dans quelques années, Christelle verra son burn-out d'un œil un peu différent, comme une chance. Et je ne dis pas ça seulement parce que je suis un indécrottable optimiste, mais parce que on me l'a un peu soufflé à l'oreille. Enfin, quand je dis on, c'est Nadia Dro. 1 à 2 ans après l'effondrement, la plupart des gens arrivent à voir que ce burn-out, en fait, était une chance. C'est une question qu'on a posée à des témoins, une question perverse qui était est-ce que le burn-out c'était une chance? Et la plupart répondent oui, parce qu'en fait c'est comme toute crise existentielle. Une fois que je l'ai comprise, traversée, digérée et que j'ai pu en faire quelque chose, je vois ce que j'y ai gagné. Typiquement, les gens disent maintenant je travaille moins, j'ai mis de l'importance sur ma vie familiale, j'ai retrouvé des activités, j'ai de nouveau des amis, etc. Où je vois surtout de nouveau mes amis. Une fois qu'elle est traversée, oui c'est possible. Mais sur le moment, j'arrive pas à vendre ça aux gens. On va reprendre cette bonne habitude de la saison 1 de Dingue et consacrer les dernières minutes du podcast à nos échanges. Je vous rappelle qu'il y a 2 manières d'échanger avec nous, par email dingue@rts.ch et par texte ou audio WhatsApp au 076 517 00 39. J'essaie de toujours vous répondre. J'avoue qu'il y a eu quelques moments où j'arrivais plus à gérer le printemps dernier, mais ça ne se reproduira plus, je promets. Cet été, vous avez continué à nous écrire. Vous êtes aussi assez nombreux à avoir découvert le podcast. Comme on vous l'a promis en saison 1, dans cette saison 2, nous allons aborder plein de sujets, dont assez frontalement la dépression, qu'on avait évité un peu en saison 1. Avec Christelle, que l'on vient d'entendre, on a aussi découvert les liens entre burn-out et dépression. Et ça me fait aussi penser à ce joli message de Pauline que je vais vous lire. Bonjour, un petit message pour vous féliciter de votre excellent podcast. J'écoute vos podcasts le matin en allant au travail. Certains diront que je suis folle de commencer ma journée comme ça. Au contraire, ça me donne plein d'outils pour mon travail et ma vie de tous les jours. Ayant moi-même fait une dépression à 16 ans et ayant un frère schizophrène qui se soigne, j'ai baigné dans les maladies psychiques toute ma jeunesse. Et ce que j'aime vraiment dans votre émission, c'est le message positif que vous donnez. On peut avoir eu un épisode difficile dans la vie, comme moi, à 16 ans, mais on peut s'en sortir et avoir une vie épanouie. Je suis aujourd'hui manager dans une grande banque depuis 10 ans, marié avec 3 enfants. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ma dépression m'a donné comme outil pour ma vie personnelle et professionnelle. C'est un merveilleux cadeau. Merci Pauline pour ce message et je rappelle au passage que dans cette partie de Dingue, on change systématiquement les prénoms pour éviter les couacs, sauf si vous nous demandez de ne pas le faire. Donc merci Pauline qui ne s'appelle pas vraiment Pauline. J'aimerais vous rappeler aussi que dans cette partie de l'épisode, vous pouvez nous proposer d'aborder certains sujets où on peut vous dire que l'on cherche des témoins pour d'autres épisodes. Par exemple, on aimerait faire un épisode sur l'importance de la spiritualité dans les troubles mentaux. Un autre sur certains types de thérapies comme la TCC. Donc si vous avez une expérience précise avec la TCC, ça nous intéresse. Ou encore un épisode sur le harcèlement scolaire. Voilà, tout ça pour vous rappeler que comme pour la saison 1, on va construire ensemble cette saison 2 de Dingue et j'espère, je crois qu'il va en sortir plein de belles histoires. La prochaine qu'on vous raconte, c'est celle d'Ève, qui n'a pas un trouble mental en particulier, mais une neurodivergence qui véhicule pas mal de clichés, le haut potentiel intellectuel. Ce sera dans 15 jours. D'ici là, ayez une vie dingue.